La Corée dispose d'une unité d'élite des forces spéciales appelée 709, l'une des meilleures du pays. Ils ont récemment eu leur traditionnelle cérémonie de promotion, au cours de laquelle les combattants se sont affrontés jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un seul vainqueur. Mais cette fois, une seule personne a pu l'arrêter. Après la cérémonie, tous les combattants n'ont pas pu continuer à servir, et il a fallu 448 semaines pour reconstruire l'unité. En conséquence, tous les participants ont présenté leur démission. Afin de conserver de précieux combattants, le commandement a été contraint de licencier le même John Kim, devenu une légende. 3 ans plus tard, John Kim accepte un emploi civil. Au bureau, alors qu'il tente de se concentrer, il se fait soudainement frapper au visage par une serviette froissée. Le chef du département, Jeff, demande avec indignation pourquoi John considère l'entreprise comme un hôtel et ose s'endormir au travail. John s'excuse timidement et regarde la serviette, essayant de comprendre ce qui lui a été lancé. Jeff explique avec mépris que ce sont ses mouchoirs usagés et ordonne à John de les jeter car il n'y a pas de poubelle à proximité. À peine capable de se contenir, John reste silencieux et s'empare de son smartphone pour laisser échapper ses émotions. En se rendant sur le réseau social, il écrit un long article sur la façon dont son patron lui jette des serviettes et propose de créer une structure pour licencier les employés nuisibles. Après s'être défoulé, John expire, regrettant de ne pas pouvoir tuer le patron, car il n'est qu'un civil. Soudain, un message apparaît au téléphone. Lui, en tant qu'esclave d'une société capitaliste, a une chance. Soudain, une lumière rouge s'allume sur la branche gauche de ses lunettes et un frisson lui parcourt l'échine. Une interface de réalité augmentée apparaît dans les verres des lunettes de John avec un message. Inscription terminée. Une voix mystérieuse se fait entendre dans sa tête, l'appelant P099 et l'informant que le premier test a commencé. John essaie d'enlever ses lunettes, mais il lui tire un câble dans la tempe, l'avertissant, sans lunettes pendant plus de 60 secondes, un choc électrique. Intrigué, John se souvient que ces lunettes ont été émises par l'entreprise il y a longtemps, mais qu'elles étaient autrefois ordinaires. Ses pensées sont interrompues par une voix de femme. La collègue Arabella s'approche, remarquant que John a l'air étrange. Il essaie de s'expliquer, mais une voix dans sa tête menace de le choquer s'il parle. John décide de ne pas prendre de risques et répond qu'il va bien. Arabella est sincèrement heureuse et propose de se retrouver après le travail. Jeff intervient, suggérant avec ironie un bar pour des réunions privées. Il ajoute que John devra travailler tard pour qu'Arabella puisse passer la soirée avec lui. Jeff suggère sarcastiquement qu'Arabella ne devrait pas prêter attention à ceux qui font des heures supplémentaires en raison de leur incompétence. Arabella, peu impressionnée par ces paroles, part, disant qu'elle retournera à ses affaires, laissant John et Jeff seuls. John a du mal à se retenir, se demandant ce qui se passe avec son patron. Soudain, une voix dans la tête de John lui dit que l'algorithme de création de missions est terminé et lui demande d'analyser ceux qui l'entourent. John regarde Jeff et les lunettes commencent à le scanner, montrant ses informations personnelles, tandis que le patron est en colère contre le silence de John. Jeff est agacé, mais l'attention de John est attirée sur l'information. Jeff a été choisi comme cible de la mission. Les lunettes rapportent que John doit ordonner à son patron d'arrêter de jurer, le menaçant de le punir pour non-respect. Jeff part, exigeant que John le suive, et le personnage principal est perdu en essayant de comprendre ce qui se passe. Le compte à rebours avant la punition commence alors que John essaie de déterminer d'où viennent les points. Le temps presse et John reçoit une notification. Son taux de défaite a atteint 50%. John, confus, essaie de comprendre le sens du message et décide de vérifier son compte bancaire. À sa grande horreur, la balance est soudainement réduite de moitié en quelques secondes. En colère, John frappe sur la table en criant que c'est un cirque, mais se calme quand même et monte sur le toit sur ordre de son patron. Sur le toit, Jeff commence à pointer du doigt John, lui demandant s'il est devenu fou. Jeff admet qu'il déteste les gens comme John, estimant qu'il l'évite non par peur, mais par mépris. John se tait, réalisant qu'il doit se retenir, car son travail est important pour lui. Soudain, les taquineries de Jeff sont interrompues par Arabella, qui demande moqueusement à John s'il est stupide. Elle ajoute gentiment que John doit être terriblement fatigué, car de nos jours, même en travaillant jusqu'au bout, il est difficile d'acheter une maison. Arabella déclare que parfois cela vaut la peine de tout jeter en enfer et montre le magnétophone sur lequel elle a enregistré l'intimidation de Jeff. Jeff, en colère, essaie de l'attraper en criant qu'elle se permet. Mais cette fois, John n'hésite pas. Il intercepte la main de Jeff,
l'empêchant de toucher Arabella. Le patron, de plus en plus enragé, exige de le laisser partir, en jurant encore plus fort. Les lunettes enregistrent l'agressivité de Jeff et lui confient une nouvelle tâche: le frapper dans la pomme d'Adam. Jeff se libère et frappe John au visage aussi fort qu'il le peut, déclarant qu'il le remettra à sa place. Mais John en avait assez. Il esquive facilement et porte un coup précis à la gorge du boss. Jeff tombe au sol et John demande à Arabella d'agir comme si de rien n'était. Les lunettes signalent la réussite de la mission et restituent tous les fonds perdus à John. Jeff a du mal à se relever, continuant d'insulter John et lui demandant comment il a osé frapper le patron. Les lunettes enregistrent son comportement et confient à John une nouvelle tâche: battre Jeff pour une récompense quintuple. Enragé, Jeff se jette à nouveau sur John avec un puissant coup, mais John esquive facilement, passe dans le dos de Jeff et commence à l'étouffer. Après quelques secondes, le patron perd connaissance et John le relâche calmement, laissant son corps tomber face contre terre. Les lunettes informent John que la tâche a été accomplie avec succès, et il est heureux de constater qu'il a désormais 170 millions S de won sur son compte. Il se souvient comment il a récemment obtenu ce travail, rêvant d'une vie tranquille. Mais tout a changé à partir du moment où les lunettes ont commencé à lui confier des missions, bouleversant complètement sa réalité. À chaque tâche accomplie, John augmentait sa richesse, la portant à la somme impressionnante de 580 millions S de won. John sort sur le toit pour profiter de sa nouvelle richesse. Mais sa joie est interrompue par un hélicoptère surgi de nulle part, transportant une petite valise. Le drone se rapproche et laisse tomber un boîtier noir devant John, planant dans les airs. En ouvrant le boîtier, John voit le ticket d'or et le drone rapporte que son test a été réussi. Le drone ajoute que John est désormais autorisé à accomplir la mission principale: collecter 1 milliard de won en une semaine, sinon tout son argent sera réinitialisé. De retour au bureau, John réfléchit qu'il lui manque encore 420 millions S pour mener à bien la mission. John examine de plus près le Golden Ticket et remarque qu'il permet d'emprunter jusqu'à 100 millions S par utilisation. Il pense qu'il n'a toujours aucune information sur les étranges lunettes. Remarquant Jeff, John décide de l'appeler. Jeff se fiche d'horreur en entendant la voix de John et ne réagit pas, comme paralysé par la peur. En se rapprochant, John dit calmement qu'il a une question. Jeff pousse un cri aigu de peur, choqué par sa présence. John couvre la bouche de Jeff pour l'empêcher de crier et lui demande de répondre calmement à la question sur l'origine des lunettes. Jeff, tremblant, dit qu'il n'en sait rien et qu'il n'a jamais vu de telles lunettes sur d'autres employés. John essaie de savoir si son patron ment, mais ses pensées sont interrompues par une notification concernant une nouvelle mission. Ravi, il se prépare rapidement, déclare qu'il partira tôt aujourd'hui et quitte joyeusement le bureau. Arrivé à l'endroit désigné, le toit d'un immeuble en construction, John regarde autour de lui, essayant de comprendre ce qui l'attend. Les lunettes informent John que la récompense pour avoir accompli la tâche est de 300 millions S de won et annoncent le début d'une compétition entre les participants. Soudain, des lampes de chantier s'allument, éclairant une caisse posée sur une énorme bobine. John aborde l'affaire avec précaution, se demandant comment elle en est arrivée là. En l'ouvrant, il constate que la valise est remplie à ras-bord d'argent. Le score annonce les règles. Le gagnant est celui qui tient le sac à l'expiration du chronomètre fixé à tant minutes. Soudain, plusieurs bandits armés d'armes blanches surgissent du coin, disant moqueusement à John qu'il n'aurait pas dû prendre le sac si vite. John les examine calmement et demande s'ils sont membres comme lui. Les bandits rient en posant une contre-question. Comprend-il dans quelle situation il se trouve? Mais John sourit follement et précise. Pour gagner, il lui suffit de tous les battre. Le chef des bandits, enragé par l'insolence de John, crie et l'attaque. John repousse habilement l'attaque du bandit avec une valise pleine d'argent. Riant de son emphase, John le frappe avec une paume puissante. Le coup envoie le bandit voler, brisant tout sur son passage. John rit de la surprise des autres, disant que c'était plus facile qu'il ne le pensait. Les bandits ne perdent pas de temps encerclant John et attaquant de concert, essayant de le surpasser en nombre. John évite facilement les attaques au couteau, se protégeant avec un étui impénétrable. Le bandit, en colère, fait un bond désespéré, visant directement John. Mais John le bloque, saisissant la lame avec le manche de son étui avec une parfaite précision. Après avoir cassé le couteau, il frappe violemment la valise sur la tête, assommant le bandit. En regardant l'ennemi vaincu, John note calmement qu'il a grandement sous-estimé ses chances. John se tourne vers l'autre bandit et déclare calmement qu'il a quelques questions. Il demande qui dirige ce jeu.
Le bandit prétexte qu'il ne sait rien, il vient de recevoir un bracelet et est devenu participant. John se demande pourquoi son seul dispositif de mission sont des lunettes, tandis que le bandit tente d'attaquer, profitant de la pause. Mais John s'approche instantanément et demande d'un ton moqueur s'il veut vraiment le poignarder avec ce couteau pathétique. Sans attendre de réponse, John frappe à nouveau le bandit avec la valise, l'assommant. Soudain, les cris d'un autre bandit se font entendre. Son bracelet rapporte que 300 millions S lui ont été radiés, le déclarant en faillite. L'appareil indique que la dette du bandit a atteint 1 milliard et que le recouvrement commence immédiatement. Le bracelet s'active, injectant une substance dans son bras, indiquant qu'une enquête sur le membre P16 a commencé. Les veines du bandit se gonflent, devenant violettes, et il supplie John de l'aider d'une voix tremblante. John est choqué de réaliser que ses lunettes peuvent également contenir un injecteur qui pourrait le tuer à tout moment. 2 personnes à la peau bleue et aux masques étranges apparaissent soudainement derrière. L'un d'eux dit froidement que tous les participants ne sont pas différents. Les intimidateurs enchaînent le bandit et le mettent dans un sac, ajoutant que les joueurs deviennent fabuleusement riches ou perdent tout. Resté seul, John se dit que, y compris lui-même, sont tombés dans le piège de la cupidité et que les missions précédentes n'étaient que des appâts. Soudain, une foule de 48 personnes arrive sur le chantier, bien décidées à prendre le sac de John. Ils l'entourent de toutes parts et ils constatent qu'il y a trop de monde. John se met en position de combat, se prépare à attaquer et lance un défi, laissez tout le monde attaquer en même temps. Heureux de pouvoir enfin s'échauffer, John distribue facilement des coups de valise à tous les participants, les dispersant sur les côtés. À chaque coup, John déduit 300 millions S de one des membres, les plongeant dans le désespoir. Les voyant se figer, John demande d'un ton moqueur pourquoi ils ne veulent plus attaquer. Les participants décident de l'attaquer à distance, en lui jetant des pierres et des débris. Mais John combat facilement tous ceux qui volent vers lui, utilisant la valise et se moquant de leurs tentatives pathétiques. Lorsqu'ils sont à court de munitions, John saute directement sur l'un des leaders, balançant sa valise pour frapper. Après un coup dur, John neutralise le leader, le mettant en faillite. Certains participants, se rendant compte que l'amende du changement est moindre que la perte de millions, s'enfuient précipitamment. Mais les autres, qui n'ont rien à perdre, s'arment et décident d'attaquer John en foule. Les créatures masquées regardent avec indifférence John éliminer ses adversaires un par un, les mettant en faillite. Il termine bientôt le dernier, remarquant avec irritation que son costume est déchiré. Après avoir gagné 300 millions S, John conclut calmement qu'il peut s'acheter un nouveau costume et s'en va. Une femme l'observe de loin et dit à son collègue que ce candidat ne fera pas long feu. Il est d'accord, ajoutant que John attire trop l'attention et ne se rend pas compte du danger qu'il menace. Pendant ce temps, John décide de ne pas rester chez lui, mais au luxueux hôtel Sigrel, où une nuit dans une chambre de luxe coûte 20 millions S. Il apprécie l'idée qu'il peut désormais vivre richement, avec un montant qu'il n'aurait pas gagné en tenant auparavant. Le personnel entre dans la salle et vous informe qu'il a apporté le plat commandé. John décide d'essayer un steak spécial de première qualité préparé par un chef 3 étoiles Michelin. La jeune fille change soudain de visage et demande prudemment s'il a aimé le plat. John affiche un sourire satisfait, assurant que c'est incroyablement savoureux. À ce moment, la jeune fille enlève son déguisement, se révélant être celle qui l'a suivie sur le chantier, et le traite d'imprudent. John la regarde d'un air absent, et après une pause gênante, il lui dit simplement « bonjour ». La jeune fille se demande pourquoi il est si négligent de participer et se dit que John n'est pas surpris par toute la situation. John répond calmement qu'il les a remarqués dès le début et qu'il était donc préparé à leur arrivée, désignant le deuxième invité dans la pièce. Ce visiteur, un homme aux cheveux blancs, est légèrement surpris que John les ait autorisés à s'approcher, connaissant leur présence. John explique qu'il les a vus le suivre, mais qu'il a réalisé qu'il ne voulait aucun mal, et ajoute qu'il veut lui-même des réponses. L'homme reconnaît le désir de John d'en savoir plus, mais l'invite à lui poser sa propre question. Les trois s'assoient à table, et l'homme demande d'abord à John comment il s'est impliqué dans le jeu. John répond qu'il est devenu membre après avoir reçu l'appareil et terminé des missions de test. L'homme plisse les yeux et demande où est son bracelet. John note calmement qu'il n'est dit nulle part que le bracelet doit être sur la main, cachant la vérité sur ses lunettes. La jeune fille lui suggère avec sympathie de le porter à la cheville. Prenant l'initiative, John demande si l'homme sait comment retirer l'appareil. Il répond que la liberté coûte 2 milliards de won et que tant que cette somme n'est pas payée, il est impossible de retirer l'appareil.
John demande si l'homme parle de l'organisation qui gère les appareils et reçoit une réponse affirmative. L'homme explique que l'organisation est la créatrice de l'enfer et les propriétaires du Darknet, finançant des jeux effrayants avec des milliards de fonds illégaux. Selon lui, aucun des participants n'a encore pu retrouver sa liberté. John demande pourquoi il lui dit cela. L'homme répond qu'il veut comprendre qui est vraiment John, et c'est eux qui est le plus important pour lui. John déclare qu'il peut gagner 10 milliards de won, acheter sa liberté et vivre en paix jusqu'à sa retraite. L'homme conclut que l'argent est la chose la plus importante pour John et demande pourquoi il est si sûr de toujours gagner. Sans attendre de réponse, l'homme invite John à jouer à un jeu en envoyant une invitation via l'appareil. John accepte le défi avec confiance, affirmant qu'il n'a pas peur de telles situations, mais l'analyse de son adversaire le rend méfiant. Sur la base des données de score, assis devant lui se trouve Walter Moe, un membre de Rand 3 avec 14 victoires, 1 défaite et une valeur nette de 4 milliards de won. Les lunettes indiquent à John que le jeu a commencé et qu'il n'y a pas de recul possible. Il réagit sarcastiquement au manque de choix. Walter sourit et demande à l'appareil quel jeu l'attend, lui et John. John se rend compte qu'il a des ennuis et essaie de demander à Walter d'arrêter le jeu. Mais Walter dit calmement qu'il est trop tard. La roulette a commencé à tourner, déterminant un jeu aléatoire. La roulette sélectionne le jeu de dés. Les règles sont simples. Chaque joueur dispose de 2 dés noirs et blancs. Si les nombres sont identiques, le score est le produit des nombres. Si différents, le plus grand est compté. La jeune fille ouvre le boîtier, révélant que chaque jeton vaut 10 millions S de won et que chaque joueur recevra 88 jetons. Walter explique que les dés blancs sont lancés en premier, puis les paris sont effectués, et seulement après cela, le verre avec les dés noirs est levé. John est surpris qu'il ne s'agisse que d'un jeu de hasard, mais Walter remarque son calme, suggérant que John est confiant. Extérieurement imperturbable, John accepte, même si à l'intérieur il est déchiré par l'indignation. Après tout, il n'a pas eu de chance toute sa vie, mais soudain, il se rend compte qu'il a gagné 880 millions S en 3 jours et commence à croire que sa chance n'est pas si mauvaise. Lorsque les jetons sont distribués et que tout est prêt, Walter demande si John est prêt à commencer la partie. John décide de transformer l'échec en opportunité et lance le dé blanc avec confiance. Mais à sa grande déception, une unité perfide se détache. Walter obtient un 2 et l'examine pensivement, considérant ses options. Après une pause, Walter fait un pari surprise de 100 millions S, surprenant John. Évaluant ses chances et réalisant qu'il n'y a nulle part où se retirer, John accepte le défi de Walter. La jeune fille annonce que les paris ont été acceptés et révèle le 2e dé. Walter obtient un 3, ce qui fait que son score le plus élevé est un 3. John en obtient un autre, ce qui signifie qu'il perd la manche. John n'en croit pas ses yeux. Et Walter sourit et dit qu'il ne s'attendait pas à ce que John en obtienne une paire au premier tour. Cependant, John n'abandonne pas. Il déclare avec assurance qu'après s'être débarrassé de la malchance au début, la chance sera désormais de son côté et continue de jouer avec encore plus d'enthousiasme. Malgré sa confiance, John perd chaque tour sans remporter une seule victoire. Après avoir perdu 500 millions S, la jeune fille annonce que le tour final est arrivé. Les dés sont lancés. Walter obtient un 1 et John obtient un 6. John est soulagé de se réjouir de sa chance, mais Walter fait tapis de manière inattendue, offrant à John une chance de tout regagner et même de gagner. John est choqué par le comportement de Walter, se demandant pourquoi il est si sûr de pouvoir obtenir un 6, une victoire automatique. Cependant, se rendant compte qu'il n'y a eu aucune fraude pendant tout ce temps, il accepte le pari. John comprend que s'il avait su qui était Walter, il ne se serait jamais assis à table avec lui. C'est comme s'il absorbait la chance de quelqu'un d'autre. Curieusement, Walter obtient un 6 et devient le gagnant, prenant toute la fortune de John. En partant, Walter sourit et dit que c'était une compétition amusante et suggère de se revoir. Walter jette à John une carte de visite, ajoutant qu'il devrait le retrouver quand il y a quelque chose de plus important dans la vie que l'argent. Le lendemain soir, une soirée d'entreprise a lieu au café où se sont réunis les collègues de John. John est assis à côté, sirotant son verre d'un air maussade, ruminant les millions qu'il a perdus. Un homme s'approche de lui et lui demande avec intérêt pourquoi il est si déprimé pendant les vacances. Il s'agit du président de l'entreprise où travaille John, Matt Dock. John ignore Matt et continue de boire d'un air maussade. Jeff se lève d'un bond, s'excusant auprès du président. Mais Matt, souriant gentiment, le calme et demande à John de l'accompagner.
En partant, les employés commencent à chuchoter, traitant John de bizarre et discutant des rumeurs sur l'échec de son investissement. Arabella les écoute et exprime l'espoir que tout ira bien pour John. On lui dit que le président de l'entreprise, connu sous le nom de Bouddha souriant, est toujours amical. Dans la rue, Matt, tenant la cravate de John, le réprimande grossièrement, maudissant et déclarant que John devrait connaître sa place et ne pas gâcher l'événement d'entreprise avec un regard aigre. Il ajoute que John pourrait facilement être remplacé malgré tous ses efforts. John pense à la façon dont il doit travailler dur pour que des gens comme Matt gagnent quelques centimes, mais ses pensées sont interrompues par une gifle. Matt offre moqueusement 100,001 pour chaque gifle, disant que John devrait être reconnaissant pour l'éducation. Le personnage principal peut difficilement retenir l'envie de casser le bras de Matt lorsqu'il se voit soudainement confier une nouvelle tâche. De façon inattendue, John remercie Matt pour la leçon avec un sourire, la qualifiant d'expérience de la vie réelle. John prend la main de Matt et, avec un sourire, lui demande l'honneur de rester à ses côtés et d'apprendre de lui. Matt s'adoucit immédiatement et accepte, lui ordonnant de retourner au café pour que John puisse lui servir un verre et qu'il continue à s'amuser. John accepte, souriant, tout en relisant sa nouvelle mission, kidnapper Matt pour une énorme récompense. Quelque temps plus tard, Matt reprend ses esprits, ligoté dans un garage sombre. John lui dit calmement qu'il l'a kidnappé et, vérifiant les conditions de mission mises à jour sur sa montre, voit qu'il doit maintenant garder Matt dans un certain endroit pendant 24 heures. John dit calmement à Matt qu'il l'a traîné dans le café et qu'il a fait une scène. Matt est furieux et demande à le détacher et à lui rendre le téléphone. John sort son téléphone de sa poche et demande si c'est lui. John mentionne alors qu'il a trouvé quelque chose d'intéressant au téléphone, ce qui exaspère encore plus Matt, qui le traite de gamin et exige de le détacher. Matt crie que John n'ose pas le kidnapper et pense qu'il restera impuni. En réponse, John montre à Matt son propre téléphone, sur l'écran duquel se trouvent des photos d'une caméra installée dans les toilettes pour femmes de l'entreprise. John traite Matt de pervers complet, suggérant que c'est lui qui a installé la caméra. Matt, choqué, demande seulement comment John a obtenu l'accès. John se moque de lui avec un sourire, sans mentionner qu'il a acquis des compétences en piratage informatique comme récompense intermédiaire pour l'enlèvement. John laisse alors entendre que s'il porte l'affaire à la police, les conséquences seront assez intéressantes. Il comprend pourquoi sa mission était de kidnapper Matt lorsqu'il remarque soudain un dossier de fichiers sur son téléphone. John se penche sur son contenu, parcourant les titres jusqu'à ce qu'il se fige sur l'un d'entre eux. Le visage de John change brusquement et demande qui Matt considère comme les employés de l'entreprise. Matt répond avec mépris qu'ils ne sont que des non-entités à qui il donne simplement une chance de réaliser quelque chose dans la vie. John déclare froidement que chacun a ses péchés, mais pour quelqu'un comme Matt, il n'y a pas de salut. Matt sourit avec arrogance, soulignant que John est celui qui a commis les crimes et que ses menaces sont inutiles. Mais John l'interrompt, déclarant qu'à partir de maintenant, il paiera à Matt 100 000 won pour chaque gifle, l'offrant comme entraînement à la patience. Matt s'emporte, menaçant que si John le touche, il aura de gros ennuis. Avant de pouvoir finir de parler, il reçoit une gifle de John qui le renverse. John s'assoit à côté de lui et demande à Matt pourquoi il pense que l'argent lui donne le droit de vivre ainsi. En le reprenant, John remarque que vivre comme tout le monde est déjà difficile, mais à cause de gens comme Matt, c'est presque insupportable. Il frappe à nouveau Matt, voulant qu'il ressente cette injustice pour une fois. Matt, envahi par la peur et le désespoir, tente de s'excuser. Soudain, un homme fait irruption dans le garage, heureux d'avoir trouvé sa cible. Le remords disparaît du visage de Matt et il supplie l'homme de l'aider, disant que John l'a kidnappé. L'homme et son complice disent à Matt de rester sur place, et leurs appareils annoncent une nouvelle mission: sauver Matt. Il se tourne vers John, l'informant que ce n'est rien de personnel, juste une tâche. John répond calmement qu'il n'a rien à redire. Surpris par son sang-froid, les participants commencent à soupçonner que quelque chose ne va pas. Soudain, John s'approche à une vitesse fulgurante et assomme l'un d'eux d'un seul coup. Sans perdre de temps, il s'attaque rapidement au deuxième, l'assommant en quelques secondes. John note avec suffisance que ses compétences au combat n'ont pas été perdues au cours de sa vie paisible. Matt regarde John éliminer ses adversaires un par un et songe à s'échapper. Soudain, John ramasse le couteau des mains de l'homme vaincu et se dirige vers Matt. Il coupe les cordes, le libérant, et remarque en plaisantant qu'il s'ennuie pour lui remonter le moral. John attrape les jambes de Matt et le fait tourner en riant.
Après avoir dispersé Matt, il le jette sur l'ennemi restant, l'assommant. John s'assoit à côté de lui et demande à Matt pourquoi il pense que l'argent lui donne le droit de vivre ainsi. John ajoute que vivre comme tout le monde est déjà difficile, mais à cause de gens comme Matt, c'est presque insupportable. Il frappe à nouveau Matt, voulant qu'il ressente cette injustice pour une fois. Matt, envahi par la peur et le désespoir, tente de s'excuser. Soudain, un homme fait irruption dans le garage, heureux d'avoir trouvé sa cible. Le remords disparaît du visage de Matt et il supplie l'homme de l'aider, disant que John l'a kidnappé. John déclare que puisqu'il encadre désormais Matt, il est temps de discuter de son salaire. Il exige une augmentation de salaire quintuplée et un poste avec le salaire maximum avec un minimum de travail. Il ajoute également que Matt sera son chien jusqu'à ce qu'il le reconvertisse en humain. À cette époque, l'action se déroule dans une prison à régime spécial, où sont détenus uniquement les prisonniers dangereux. Un gardien s'approche de la cellule du prisonnier N-Degree 3270 et lui demande de tenir encore une journée. John s'assoit à côté de lui et demande à Matt pourquoi il pense que l'argent lui donne le droit de vivre ainsi. En le prenant, John dit que vivre comme tout le monde est déjà difficile, mais à cause de gens comme Matt, cela devient insupportable. Il frappe à nouveau Matt, voulant qu'il ressente enfin cette injustice. Matt, tremblant de peur et de désespoir, tente de s'excuser. Soudain, un homme fait irruption dans le garage, jubilant d'avoir trouvé sa cible. Le remords disparaît du visage de Matt. Il supplie l'homme de l'aider, affirmant que John l'a kidnappé. John est surpris par le changement de position sur ordre du président. Après que tout le monde soit parti, John se rend compte qu'avec ses époings, sa façon de gagner de l'argent a radicalement changé. L'achèvement de la mission et le billet ont été restitués au compte 500 million S de One. Cependant, l'objectif principal d'1 milliard n'a pas encore été atteint et il ne reste que 28 heures. John ne s'inquiète pas du prochain jeu ou de la prochaine mission, il veut juste que cela commence bientôt. Pendant ce temps, en prison, l'opérateur interroge le gardien sur la situation actuelle. Le gardien rapporte qu'il se trouve dans un bus avec 10 prisonniers dangereux, mais qu'il n'y a pas de situation d'urgence. Il avait pourtant déjà tranché la gorge de sa compagne pour ne laisser aucun témoin. Après le rapport, il s'approche du compartiment verrouillé avec les prisonniers et l'ouvre avec les clés. Il jette les clés des menottes aux prisonniers, disant qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais qu'il est peu probable qu'ils puissent s'échapper. Il explique que lorsque le jeu commencera, les pirates prendront probablement le contrôle des caméras de sécurité. Le gardien est convaincu que personne ne pourra s'échapper de prison. Tous les propriétaires d'appareils ont pour tâche de traquer les prisonniers évadés. Les prisonniers sont libérés, parmi lesquels le leader numéro 3270, pour la tête duquel 500 millions S sont promis. Les autres prisonniers l'appellent Hyung Nim et lui posent des questions sur ses projets. Hyung Nim suggère de retrouver l'argent enterré par son ami dans l'enceinte de la prison, puis de quitter la Corée. Les participants reçoivent la géolocalisation des prisonniers évadés et se demandent où ils vont. L'un des chasseurs termine ses préparatifs et ordonne à tout le monde de sortir afin d'attraper suffisamment de victimes. 4 heures après le début du match de penalty, une des escouades arrive chez les prisonniers et commence à les rattraper. Le trappeur se moque de sa victime, affirmant qu'elle est trop faible pour le criminel et qu'elle aurait dû vivre une vie juste. Le receveur sent la main de son ami sur son épaule et se retourne, assurant que tant qu'ils attraperont les prisonniers un à un, les observateurs ne remarqueront rien. Mais la main sur son épaule s'avère être le membre sectionné de son ancien ami, coupé par le prisonnier numéro 2804. Le prisonnier déclare qu'il s'occupe également d'attraper, mais que son objectif est les monstres aux montres rouges. Le receveur essaie de dire quelque chose, mais le prisonnier lui coupe rapidement la main et l'achève. Le prisonnier 2804 retourne à Hyung Nim, rapportant qu'il s'est occupé des habitants locaux et qu'il a jeté ses mains coupées au sol. Il demande à Hyung Nim combien de personnes sont impliquées dans l'opération alors qu'il pose ses mains sur la tête du captif. Hyung Nim répond qu'il en a assez de tuer des chasseurs et qu'il a arrêté de compter, après quoi il brise le cou du prisonnier. En se retournant vers la montagne de cadavres, il dit qu'il ne s'est pas autant amusé depuis longtemps. S'approchant du reste des prisonniers, qui creusent le sol à la recherche d'argent, il leur ordonne de travailler plus vite, sinon il abandonnera ceux qui ne trouvent rien. Le prisonnier 2804 dit à Hyung Nim qu'après avoir vérifié les membres morts, il n'a pas pu identifier leur gang, mais a appris qu'il y avait des primes sur leur tête et que leur emplacement a été révélé. Hyung Nim demande combien on lui impose. Et après avoir reçu la réponse, il se réjouit, rêvant de recevoir une récompense sur sa tête.
Ne comprenant pas la joie de Hyung-nim, 2804 lui pose des questions sur l'argent qu'il a trouvé. Le prisonnier rapporte qu'ils ont trouvé 3 paquets de 500 millions S chacun et qu'il en reste 3 autres. 2804 pense que c'est bien plus que CE à quoi il s'attendait et décide d'utiliser Hyung-nim pour s'échapper. Pendant ce temps, quelques membres les observent, surpris par leur comportement. Les participants remarquent l'argent et un tas de morts, réalisant que les prisonniers sont plus dangereux que prévu. Ils décident de ne pas reculer et de jouer gros, mais l'un d'eux a des doutes, déclarant que chasser les gens comme le bétail est étrange. Ses pensées sont interrompues par son complice, qui l'attrape par la veste et lui explique qu'il ne chasse pas des gens, mais des monstres. Le leader suggère d'attraper les prisonniers à distance, considérant que c'est le moyen le plus sûr, et souligne qu'il ne faut pas les laisser s'échapper. Soudain, la voix de John se fait entendre derrière lui, confirmant que les prisonniers ne peuvent pas s'échapper. John sort des buissons vers les participants effrayés et dit qu'il ne sert à rien d'être tout le temps sur ses gardes. Il prétend qu'il n'est qu'un employé de bureau, ce qui sème la confusion parmi les participants. Cependant, John propose un excellent plan et promet de le partager s'ils sont intéressés. Une fois le plan annoncé, la perplexité et l'incompréhension apparaissent sur les visages des participants. Le chef des chasseurs pointe une arbalète sur John et demande pourquoi il les considère comme des appâts, ajoutant qu'ils ne sont pas faibles. Le chef prévient que si John ne s'enfuit pas en comptant jusqu'à 3, il lui tirera dessus. John rétorque calmement qu'il a suggéré une meilleure solution pour tout le monde. Le chef tire sur John, mais il dévie facilement la flèche avec une machette. Après avoir attrapé un morceau de flèche avec sa main, John dit que le chef n'aurait pas dû être prévenu du moment du tir. Il invite les participants à l'écouter pendant qu'il est encore gentil, et ils acceptent sans réserve. Après un certain temps, les participants s'approchent des prisonniers qui recherchent les dernières liasses d'argent. Les prisonniers rient en voyant que les participants sont venus à main nue et expriment leur désir de les enterrer ici même. Les voyant tous prisonniers, les participants s'enfuient. Le prisonnier 2804 ordonne d'attraper les évadés et la poursuite commence. Les participants s'enfuient en rejoignant dans leur tête le plan de John, qui consiste à attirer les prisonniers vers l'endroit indiqué. Une escouade de chasseurs arrive sur les lieux, mais bientôt les prisonniers les poursuivent. Les prisonniers entourent les chasseurs, se plaignant du manque de fosses pour leur enterrement. L'un des prisonniers se précipite avec une pelle sur le chef des chasseurs, avec l'intention de le tuer d'un seul coup. Au dernier moment, un coup de hache bien ciblé fait tomber la pelle des mains du prisonnier. John allume les brindilles et les jette dans l'herbe autour de la maison, créant ainsi un cercle de flammes. Lorsque les prisonniers lui demandent qui il est, John répond qu'ils n'ont besoin de savoir qu'une chose: personne ne s'échappera d'ici. Il ajoute que ce sera plus facile pour eux s'ils restent immobiles et se laissent battre, et il exige également qu'ils remettent l'argent. Les prisonniers commencent à paniquer, mais le principal ramasse une pelle et calme les autres en disant qu'il n'y a qu'un seul John. Juste au moment où il termine son discours, John l'assomme d'un puissant coup de pied, le faisant déraper loin sur le sol. À l'atterrissage, John dit aux prisonniers qu'ils peuvent désormais paniquer et ils l'attaquent avec rage. Cependant, John assomme et désarme facilement ses attaquants. John leur fait tomber le couteau d'une de leurs mains, le ramasse et leur donne plusieurs coups précis. Le prisonnier saigne et s'effondre, laissant le dernier survivant seul avec John. Sans perdre de temps, John se précipite sur le dernier prisonnier et l'assomme rapidement, le projetant au sol. Les chasseurs regardent avec étonnement John vaincre à lui seul toute une escouade entière d'ennemis. Selon le dirigeant, dans un jeu où des vies sont en jeu, cet homme est un véritable chasseur. John profite de sa récompense de 400 millions S de won lorsque le prisonnier 2804 arrive sur le site de la bataille et demande qui joue avec le feu. Le prisonnier pointe un couteau sur John et révèle que 2804 est accusé de 18 chefs d'accusation, dont meurtre, incendie criminel et enlèvement, ajoutant que la récompense pour lui est de 300 millions S de won. John demande à 2804 s'il va venger ses camarades. 2804 répond qu'il est venu rappeler à John de finir ce qu'il a commencé et achève son complice avec un couteau. Le prisonnier traite John d'amateur et lui demande s'il est prêt à se blesser à nouveau. John est d'accord. Le prisonnier attaque John avec un couteau, mais il l'esquive facilement. 2804 continue d'attaquer, lançant des coups de poing à 2 mains, mais rate une seule fois. Se rendant compte qu'il fait face à un adversaire redoutable et ambidextre, John s'arrête brusquement et demande à 2804 d'attendre une seconde.
John recule un peu et commence à fouiller dans les fournitures de jardinage. Il sort ses jumelles et prend une position de menthe, notant qu'il ne s'est pas entraîné avec elle depuis un moment. Le prisonnier se souvient de la façon dont il était victime d'intimidation, mais tout a changé lorsqu'il a sorti un couteau. Il dit que même ceux qui ont menacé de le battre lui ont demandé pardon s'il ne les coupait que quelques fois. Le prisonnier appréciait la façon dont il le craignait et rampait devant lui. Cependant, maintenant, sous la pression de John, pour la première fois, il ne sait pas quoi faire. Le prisonnier 2804 se demande anxieusement si John le met dans un coin. Il s'emporte, s'écarte largement, essayant de frapper John, mais il l'esquive facilement. John continue de rire, déstabilisant le prisonnier et l'amenant à commettre de plus en plus d'erreurs. Le prisonnier baisse sa garde et attaque, déclarant que John n'a pas le droit de l'humilier. Cependant, John attaque à une vitesse fulgurante, délivrant plusieurs dizaines de coups par seconde, neutralisant le prisonnier. Jean se tourne vers le prisonnier et dit que celui qui ne connaît pas sa place ne peut pas être fort. Quelque temps plus tard, John marche joyeusement avec ses partenaires, chantant une chanson sur la recherche de 500 million S. Le chef des chasseurs demande timidement à John s'il peut déjà partir. John se demande pourquoi ils veulent partir, puisqu'il reste encore un criminel. Il lui explique que le dernier criminel est un homme dangereux qui a tué 13 personnes à main nue. Soudain, Hyung-Nim apparaît derrière eux, étourdissant tout le monde sauf John. Hyung-Nim suggère de sauter les présentations et porte un coup puissant à John. John bloque le coup et contre-attaque avec un uppercut directement dans la mâchoire de Hyung-Nim. Hyung-Nim et John font une brève pause, surpris de s'être pris mutuellement des coups. Ils soupçonnent tous deux que la prochaine bataille sera très intéressante. John tente de vaincre Hyung-Nim avec sa vitesse tout en esquivant ses attaques. Hyung-Nim, à son tour, ne subit pas de dégâts sérieux des coups de John grâce à sa tête forte. Le prisonnier décide que la meilleure option est d'essayer de capturer John et tente de le rattraper dans son erreur. Après quelques secondes, il trouve son moment et se jette en avant, attrapant John. Après que Hyung-Nim ait attrapé John, il le serre fort, essayant de lui briser les os. Hyung-Nim demande à John s'il réalise que sa fin approche bientôt et le serre encore plus fort. Cependant, sous l'effet du stress, John retrouve un second souffle, pompant son corps d'endorphines et d'adrénaline. Rassemblant sa volonté et sa force, John attrape Hyung-Nim par le visage et le force à relâcher son emprise. John dit qu'il a longtemps retenu ses pouvoirs, mais que maintenant, face à un adversaire puissant, il ne se retiendra pas. Il frappe ensuite avec force la tête de Hyung-Nim contre le sol, provoquant un coup écrasant. Après avoir éliminé Hyung-Nim, John reçoit la récompense finale de 500 millions S de won, et la chasse aux criminels est déclarée terminée. Les chasseurs regardent avec horreur John vaincre un adversaire aussi puissant, n'en croyant pas leurs yeux. L'un des chasseurs murmure un plan secret visant à récupérer l'argent enterré par les prisonniers, dont John n'est pas encore au courant. Les chasseurs s'approchent de John et lui disent qu'ils vont nettoyer le site de chasse. Cela ne dérange pas John, mais soudain, une fléchette lui vole dans le cou. Un instant plus tard, les fléchettes touchent les chasseurs, qui reculent sur les côtés. Réalisant qu'il s'agit d'un poison paralysant, John essaie de scanner les attaquants, en regardant autour de lui. Un homme portant un masque blanc avec un symbole Oméga sort de la forêt. Une tentative d'analyse montre que l'accès est refusé. Oméga est entouré d'hommes de main qui ressemblent à des agents de recouvrement sur un chantier de construction. John essaie de demander à Oméga qui il est, mais le poison commence à faire effet et ses yeux se ferment progressivement. Incapable de résister, John perd connaissance et tombe au sol. Il se retrouve dans un bâtiment en feu qui ressemble à un établissement correctionnel. John tente de sortir du bâtiment en feu, mais entend des voix étranges lui poser des questions. Il se retourne et voit des enfants morts qui le regardent à travers les barreaux et lui demandent pourquoi il s'est enfui seul. Soudain, John sursaute et se retrouve allongé sur son lit dans son appartement. Il se souvient de tout ce qui s'est passé et le visage de Hyung-Nim vaincu et le masque d'Oméga apparaissent dans sa mémoire. John allume la télévision et voit des nouvelles concernant un incendie dans un bus de convoi de prisonniers condamnés à mort. Après avoir vérifié son solde et le statut de sa mission, John découvre que son solde s'élève à près de 2 milliards de dollars. Il expire de soulagement, met sa main sur son cou et pense que tout s'est terminé sans problème. Soudain, il sent un étrange appareil ressemblant à une bombe sur son cou. John se voit confier une nouvelle mission. Il doit accomplir 5 tâches, dont la première consiste à contacter l'employé A. Par une matinée ensoleillée, Jeff se tient devant son bureau, boit du café et se plaint d'en avoir assez de l'acheter lui-même tous les jours. Soudain,
Il remarque John courir à toute vitesse, qui parvient à crier à Jeff de s'écarter du chemin. John se précipite devant Jeff, lui arrachant le café des mains, et se précipite vers les étages supérieurs du bâtiment. Arabella est assise à son bureau, plongée dans ses rapports et ses tâches. Soudain, Arabella voit le visage essoufflé de John avec une pointe de folie la saluer. Arabella saute de sa chaise de peur et regarde John avec méfiance. Une fois calmée, elle demande ce qui s'est passé et pourquoi il était si essoufflé. John répond qu'il a une tâche importante. Arabella se demande si la mission est liée à elle, tandis que John se voit confier la mission de passer 6 heures avec elle. John explique qu'il a récemment changé de poste et d'emploi et ajoute qu'elle a besoin d'une petite pause pour éviter de trop travailler. Le personnage principal décide qu'aujourd'hui, Arabella peut se détendre et discuter avec lui pendant que l'assistant Jeff fait tout pour elle. John remarque Jeff et demande frénétiquement s'il va aider Arabella. Jeff effrayé le salue et lui assure qu'il peut y faire face sans aucun problème. John ajoute qu'il paiera ses vacances avec la carte qu'il aurait reçue de son patron, sans dire qu'il l'a réellement volée. Arabella est heureuse et demande si elle peut prendre des vacances à tout moment. John répond que pour cela, elle doit être près de lui. Arabella et John passent la journée ensemble, à aller au cinéma, à pique-niquer et à jouer au bowling, et John commence à penser que c'est comme un rendez-vous. John et Arabella terminent la soirée dans un restaurant et elle lui dit qu'elle s'est bien amusée aujourd'hui. Arabella s'excuse pour son comportement bruyant et admet qu'elle est fatiguée du travail. Elle remercie John et dit qu'elle veut lui avouer quelque chose d'important pour lui. En regardant John, Arabella le voit mettre 2 fourchettes dans sa bouche et dit que c'est un morse moustachu. Arabella rit de bon cœur et demande s'il était ivre comme elle. John est heureux d'avoir pu la faire rire et est soulagé que si elle n'avait pas été un peu ivre, cela aurait été plus difficile. Le serveur arrive et apporte une assiette avec un couvercle, les informant que leur dernier plat est prêt. Il remercie John et Arabella d'avoir visité le restaurant et enlève le couvercle pour révéler les montres des membres. Arabella pense que c'est une montre intelligente, et John est chargé de convaincre Arabella de mettre l'appareil et de rejoindre le jeu. Arabella demande joyeusement si c'est un cadeau, et John s'approche du serveur et lui demande qui il estimated. Le serveur regarde John sans vie et il se rend compte que quelqu'un les contrôle. Arabella regarde John avec confusion et demande si tout va bien. John commence à réfléchir, réalisant que ses attentes d'une victoire facile étaient fausses et qu'il est confronté à de sérieux dilemmes. Il décide de ne pas parler de ses doutes à Arabella et répond que rien de grave ne s'est produit, lui proposant de la ramener chez elle. Arabella rentre à la maison et s'endort paisiblement, et John la regarde, réalisant que cela ne lui coûte rien de mettre l'appareil en marche. Il se dit qu'il ne croit qu'à l'argent et que sa vie est moins importante que la sienne, mais n'arrive toujours pas à se prononcer sur une telle méchanceté. Soudain, Omega contacte John à travers ses lunettes, lui assurant que personne ne sera au courant de ses actes. Omega ajoute que la survie nécessite des sacrifices et que John ne devrait pas s'inquiéter. Selon Omega, John est spécial, mais en fin de compte, juste l'un des membres, et il est facile de contrôler les membres puisque les humains sont les créatures les plus égoïstes. John demande moqueusement à Omega s'il pense vraiment tout savoir de lui, et ajoute qu'Omega ne comprend même pas qui il est vraiment. John dit à Omega qu'il l'a laissé tomber et explique que lorsqu'il est trahi, il bouleverse tout. Omega demande à John s'il a confiance en ses capacités. John répond en arrachant la bombe de son cou avec un couteau. John dit à Omega qu'il pensait le contrôler avec de l'argent, mais en fait c'est lui qui l'utilisait. Omega demande jusqu'où John est prêt à aller et lance des drones dans la zone où il se trouve. Les drones ont mis le feu à la villa en face de John, et Omega rapporte qu'il y a 5 personnes à l'intérieur. Omega dit à John qu'il doit sauver les gens du feu, mais il y a un problème. John reçoit une nouvelle tâche. Tuer Arabella pour 300 million S de won. La quête, y compris l'emplacement d'Arabella, revient à plusieurs autres participants. Omega donne à John le choix. Sauver les inconnus de l'incendie ou son collègue, devenu la cible des autres participants. John décide d'appeler les pompiers et sort son smartphone. Omega se connecte à lui et déclare que cela est interdit, prenant le contrôle de tous les systèmes. Il demande à John de faire un choix. John se décide rapidement et commence à crier à propos du feu pour réveiller tous les résidents. Les habitants de la maison se réveillent et courent dehors, y compris Arabella qui dort paisiblement. John couvre rapidement Arabella avec un tissu épais pour la protéger des brûlures. Après avoir enveloppé Arabella, John la jette par-dessus son épaule et la transporte hors du bâtiment et dans la rue. Il la rabaisse et dit que, malheureusement, il n'a pas pris son téléphone professionnel avec lui. John demande à Arabella de se couvrir d'une couverture et d'attendre,
promettant de revenir bientôt. Arabella demande anxieusement à John où il va, espérant qu'il ne reviendra pas vers le feu. John hésite un peu et raconte à Arabella que lorsqu'il était enfant, il y avait un incendie là où il vivait. Il était alors faible et effrayé et ne pouvait rien faire. Depuis lors, John a décidé qu'il ne laisserait jamais une personne innocente dans le pétrin. John rentre dans le bâtiment en feu, alors qu'Arabella et les spectateurs le regardent avec inquiétude et perplexité. Après quelques secondes, les gens commencent à filmer l'incendie avec leur téléphone. Une minute plus tard, John émerge de la fumée, emportant 4 personnes hors du feu. Arabella étend une couverture et John y place les survivants, demandant de l'aide. Il retourne ensuite dans le bâtiment en feu. John est informé que le participant s'approche d'Arabella et qu'il sera à moins de 5 mètres dans une minute. John décide qu'il aura le temps de sauver tout le monde et, accélérant, fait à nouveau irruption dans le bâtiment. Ayant trouvé le dernier appartement avec un survivant, il s'y envole aussitôt, courant vers le malheureux. Cependant, Omega contacte John et lui dit que s'il sauve cet homme, il retirera 1 milliard de son compte et s'il le laisse mourir, il ajoutera de l'argent. Omega demande à John ce qu'il va faire alors qu'il se tient sombrement devant le survivant. Arabella, regardant anxieusement le bâtiment en feu, se demande pourquoi John ne sort pas. Soudain, un homme s'approche d'elle et lui demande si elle habite dans l'appartement 204 de Haru Villa. Arabella est surprise et demande comment il la connaît. Il répond qu'il sait. L'inconnu saisit Arabella par la main, sort un couteau et lui ordonne de le suivre en la menaçant. Il ajoute qu'elle ferait mieux de se comporter lorsque quelque chose de lourd atterrit sur la voiture derrière lui. La fumée se dissipe et John apparaît devant Arabella, menaçant l'étranger de mort s'il la touche. Le membre demande à John s'il veut voler son argent, soupçonnant qu'il lui ressemble. Le candidat crie que l'argent lui appartiendra et pointe le couteau sur Arabella. Mais John lance bien sa botte, bloquant le coup. Arabella, submergée par l'horreur et le stress, tombe à genoux, incapable de bouger. L'étranger tente à nouveau de la tuer, en la poignardant avec un couteau puissant. John parvient à couvrir Arabella avec lui-même et prend le coup. Il menace de tuer l'agresseur s'il touche Arabella. John décide de ne pas hésiter et donne un puissant coup de tête à l'inconnu, l'assommant. Joyeux de la victoire, il se rend soudain compte qu'il a inhalé du monoxyde de carbone et que ses forces le quittent. John tombe sur l'asphalte et perd connaissance. Arabella, remise du choc, s'approche de lui. Elle s'assoit à côté de lui et le supplie de reprendre ses esprits à l'approche de la mystérieuse silhouette. Un membre de niveau 31, nommé Gyllenhaal, parle au téléphone, signalant qu'il a trouvé l'objet et demandant s'il doit le prendre ou s'en débarrasser. Les grands appels à l'aide de l'enfant réveillent John. Il se lève rapidement, essayant de comprendre ce qui se passe et où il se trouve. John se retrouve dans une petite pièce avec un homme de grande taille s'approchant d'un enfant d'un air menaçant. Un enfant crie à l'aide et un homme exige qu'il se taise et se comporte bien. John rattrape instantanément l'homme, sautant sur lui pour le frapper au visage. Mais malgré la rapidité du coup, l'homme parvient à l'intercepter et à le bloquer. Il demande à John pourquoi il frappe soudainement. John répond à l'homme de s'éloigner de l'enfant. Ils sont interrompus par Walter, assis tranquillement dans la pièce avec une arme à feu. Walter dit que leurs actions mènent à leur propre destruction. John remarque le bracelet au poignet de l'enfant, qui tremble de peur. Il traite Walter et l'homme de salauds, exigeant que l'enfant soit libéré. Ils répondent que ce ne sont pas ses affaires. Walter demande à John pourquoi il sauve un enfant étrange et pourquoi il est ici. John répond que l'enfant a demandé de l'aide et traite Walter et son complice de criminels. Walter sourit et dit que ce seront eux les criminels. Levant son arme, John recouvre rapidement l'enfant avec lui-même, espérant que la balle ne le transpercera pas. Walter n'hésite pas à appuyer sur la gâchette, mais un jet d'eau jaillit du pistolet. John est confus alors qu'il essaie de comprendre ce qui se passe, et l'enfant derrière lui se met à rire. L'enfant dit à John qu'il est tombé amoureux de son jeu, et John l'attrape à 2 mains. En colère d'avoir été manipulé, John demande à l'enfant s'il est un tyran. John commence à retourner l'enfant d'avant en arrière, provoquant d'autres appels à l'aide. L'homme dit à Walter que John n'est pas si mauvais, et Walter est d'accord. Walter s'excuse pour la tromperie, expliquant qu'il s'agissait d'un test et ajoute qu'ils prennent soin du bébé. Il révèle qu'il constitue un groupe de libération pour les participants au jeu et qu'il serait trop long de tout expliquer complètement. Walter rapporte que sa collègue, qui était avec lui hier, est maintenant à l'hôpital. Mais à cause du choc, elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Il montre à John un selfie de son assistant qui garde Arabella à l'hôpital. Walter montre également l'homme et dit que c'est Gyllenhaal qui a sauvé John et Arabella. John remercie Walter de l'avoir sauvé et ajoute qu'il était peu probable que cela se soit fait comme ça.
Walter dit que John est devenu un classement et que sa fortune dépassera bientôt les 2 milliards. Walter ajoute que si John gagne plus et monte de niveau, d'autres forces ou rangs peuvent le cibler. Il prévient que dans ce cas, il sera confronté à des défis qu'il ne pourra pas relever seul, comme ce fut le cas hier. John accepte, inquiet qu'Arabella puisse être en danger à cause de lui et réalisant que la chance ne sera peut-être pas aussi favorable la prochaine fois. Walter invite John à rejoindre leur groupe et à transférer 800 millions S qui seront ensuite reversés sur son compte. Il explique qu'il s'agit de tester leur objectif commun. John traite Walter de fraude. Walter sourit et répond que John doit d'abord accomplir une mission d'équipe avec l'un des membres de leur groupe, après quoi la première moitié du montant sera restituée. Walter ajoute que John recevra le reste de l'argent plus tard et que, de toute façon, il n'allait pas quitter le jeu, donc l'offre n'est pas perdante. Quelque temps plus tard, John s'assoit au bar et réfléchit à la proposition de Walter. Il décide de vérifier son compte et découvre qu'il n'a pas reçu de récompense pour les missions accomplies. La récompense est un coupon pour un article aléatoire. John vérifie son téléphone et voit un message d'Omega disant qu'il n'aura aucune mission personnelle pendant un certain temps. John se rend compte que sa fortune pourrait disparaître à tout moment et qu'il est presque impossible d'encaisser l'argent. Il décide donc d'en profiter tant qu'il le peut. Il dépense 400,001 pour le déjeuner, dégustant un omakase dont il ne pouvait que rêver auparavant. John éprouve une grande satisfaction de savoir que la nourriture a le goût auquel il s'attendait. Se souvenant de sa pauvreté passée, John décide qu'il va désormais profiter pleinement d'une vie riche. Après Fourjour, John décide de mener une mission en équipe et se rend sur le site de test pour examiner les participants. John est plongé dans l'idée d'acheter un appartement après avoir terminé la mission, quand soudain il entend un reproche d'être en retard. Il se retourne et découvre que son partenaire est le même garçon. John demande tristement au garçon quel âge il a. Il admet qu'il n'a que 15 ans. Le reste des participants commente avec moquerie que lorsque le jeu commencera, ils devront surveiller ce couple. John est intérieurement indigné, réalisant qu'il a été trompé et qu'il s'attendait à voir Gil Knoll, pas un écolier. L'enfant se moque de John en disant qu'il n'a pas l'air très fort et même effrayant. John répond que le garçon n'aime pas ça non plus et il admet timidement qu'il doit gagner ce jeu à tout prix. John soupire et pose sa main sur la tête du garçon, lui assurant qu'il peut le protéger, ajoutant qu'il peut gérer ça. Après un certain temps, les participants sortent sur le terrain et attendent le début du jeu. Le haut-parleur sur le poteau annonce que le jeu s'appelle Défense du roi. Dans chaque paire, un roi aléatoire est sélectionné, qui doit être protégé à tout prix jusqu'à ce qu'il reste 2 paires de participants. John se retourne vers le garçon, qui révèle qu'il est devenu roi. Les héros sont entourés d'autres participants et se préparent à démarrer à la fin du compte à rebours. Dès la fin du compte à rebours, l'un des binômes de participants se précipite sur l'enfant. John attrape rapidement le garçon et le met à son cou, facilitant ainsi la tâche de protection du roi. Les membres félicitent John pour sa rapidité, notant qu'il vient de révéler que le garçon est le roi. L'un des participants remarque que si le garçon est laissé seul, il mourra rapidement. Le garçon prend peur et enfonce ses mains dans les cheveux de John, le faisant se recroqueviller de douleur. L'enfant commence à paniquer et demande quoi faire. John lui crie de rester assis et de ne pas intervenir. L'un des participants décide d'attaquer John et l'enfant. Soudain, il remarque 2 membres aux cheveux verts qui regardent sans rien dire et ne tentent pas d'attaquer. Quelques membres se rendent compte que ceux aux cheveux verts veulent poignarder John dans le dos et s'approchent d'eux, déclarant qu'ils doivent d'abord éliminer John et le garçon. L'enfant touche le visage de John et dit qu'il était distrait. John répond qu'il peut le voir lui-même. Pendant ce temps, une autre paire de participants se faufile prudemment derrière John. John demande à l'enfant de mettre son poids sur les 2 jambes et de se lever. Le garçon demande pourquoi c'est nécessaire. Soudain, les participants les attaquent des 2 côtés, essayant d'attraper l'enfant assis sur le cou de John. John jette l'enfant et saute, donnant des coups de pied aux 2 attaquants. Il assomme les participants d'un seul coup et rattrape théâtralement un enfant qui tombe. John dépose l'enfant, promettant de s'occuper des autres et de revenir. L'enfant essaie de découvrir qui est John, tandis qu'il se retourne au grand cri de l'un des participants. L'un des participants, aux cheveux verts, met son adversaire à genoux et lui met les doigts dans les yeux. Lorsqu'on lui demande d'arrêter, il répond calmement que c'est amusant pour lui, donc il ne s'arrêtera pas. Le combattant aux cheveux verts arrache les yeux de l'ennemi, lui secoue la main et entend les cris d'un autre adversaire. Son complice décide de mordre le nez de son adversaire. Après avoir crié de douleur, il met son ennemi au visage, l'assommant.
John et l'enfant sont étonnés que leurs rivaux soient de véritables psychopathes. Le haut-parleur annonce que le premier match est terminé et que le second débutera dans 10 minutes dans le gymnase voisin. Les concurrents se dirigent vers le gymnase pour se préparer au prochain défi. John demande à l'enfant pourquoi il est si désireux de participer au jeu. Il répond qu'il doit gagner. Soudain, un inconnu entre dans la salle et annonce qu'il a été chargé de diriger le deuxième match. Un homme portant un masque étrange apparaît dans la lumière et se présente comme la marionnette. Il se dirige lentement vers le centre de la salle, félicitant les vainqueurs du premier match et disant qu'il s'attendait à que cela prenne plus de temps. La marionnette décide de ne pas perdre de temps et annonce le début de la deuxième partie. Le deuxième jeu est un défi de cartes aléatoire à une touche. La marionnette explique les règles. À chaque tour, l'équipe reçoit une carte avec une partie du corps, où elle doit frapper, et une carte avec une partie du corps, où elle doit recevoir le coup. Il ajoute que le roi peut commander son partenaire. Si l'ordre n'est pas exécuté, le participant est immédiatement éliminé. John pense que les règles sont trop dures et essaie d'arrêter le jeu, mais le garçon l'arrête. Le garçon dit qu'il est toujours le roi et que le jeu ne peut donc pas être arrêté. John demande si l'enfant va lui ordonner de prendre les coups pour lui-même. L'enfant, le cœur lourd, dit que si cela l'aide à gagner, il est prêt à tout. John lève la main et l'enfant se recroqueville et ferme les yeux de peur. John demande pourquoi le visage de l'enfant donne l'impression que son monde s'est effondré. L'enfant se souvient que sa sœur l'appelait Charles et lui assurait qu'elle allait bien. Dans ses souvenirs, sa sœur le serre dans ses bras et lui demande s'il a été blessé. La sœur dit avoir trouvé un travail qui l'aidera à rembourser ses dettes pendant Tuan et le protégera. Charles conclut que sa sœur n'est jamais revenue et qu'il doit donc la retrouver. John répond que Charles ne peut pas lui donner d'ordre, car les adultes sont censés protéger les enfants. Selon les règles du jeu, n'importe qui peut être attaquant ou défenseur, et les rôles peuvent être modifiés à tout moment. Le jeu commence. L'équipe attaquante reçoit un coup de poing et l'équipe défensive obtient le haut du corps. L'agresseur frappe John avec force, causant de graves dommages à ses organes internes. John attrape le foie et remarque que son adversaire sait clairement où frapper. Les rôles changent. John reçoit la carte d'attaque des yeux et le défenseur les oreilles, alors John décide de sauter son attaque. Dans un autre renversement de rôle, l'attaquant donne un coup de coude à John au front. Lors des changements de rôle ultérieurs, John ne reçoit jamais de carte d'attaque et il rate et tours les uns après les autres. John peut à peine se retenir de l'injustice et espère avoir l'opportunité de frapper son adversaire au moins une fois. Le roi aux cheveux verts s'approche de l'attaquant et lui demande s'il frappe correctement, lui suggérant d'inverser les rôles. John se rend compte que son corps commence à faiblir et remarque que les blessures se sont rouvertes. Soudain, Charles annonce qu'il change de place avec John, le choquant. Charles dit qu'il va vérifier quelque chose et demande à John de lui faire confiance. L'agresseur est surpris et demande pourquoi Charles n'a pas encore été battu. Alors que le round commence, l'attaquant pose un puissant genou sur la poitrine de Charles. Charles, très souffrant, ne peut retenir son envie de vomir et se vide le ventre pendant que le leader ouvre la zone de frappe à la deuxième équipe. Selon les cartes, l'équipe de Charles doit frapper le front avec le majeur. Charles s'indigne de l'échec, mais John l'encourage en lui disant qu'ils ont eu de la chance et s'approche de son adversaire. John délivre un puissant craquement, faisant reculer l'ennemi et projetant du sang des deux narines. John est ravi d'avoir enfin pu frapper son adversaire détesté. L'adversaire est choqué par la force du coup du doigt et ne croit pas avoir été touché si fort. La carte suivante pour l'équipe aux cheveux verts échoue et elle rate son tour. Le jeu change et John tombe enfin sur des cartes normales. Il les utilise avec grand plaisir, coupant le vent à son adversaire. Le défenseur de l'équipe verte demande à un allié de changer de place. Cependant, il ordonne de continuer à accepter les attaques, déclarant qu'il ne fera qu'attaquer. Charles comprend que la prochaine carte d'attaque peut réussir pour l'ennemi et se prépare à y résister à tout prix. L'équipe adverse reçoit un coup de pied au ventre et une force écrasante frappe Charles. Malgré cela, Charles rassemble toute sa détermination et se lève, restant conscient. Le défenseur de l'équipe aux cheveux verts crie après Charles, exigeant qu'il abandonne pour ne plus se faire toucher. John reçoit un coup de poing dans le nez et se réjouit de sa chance de saisir cette opportunité. Il balance et frappe le défenseur de toutes ses forces, le faisant voler en arrière à grande vitesse. Le défenseur frappe le roi et John les assomme tous les deux d'un seul coup. John regarde les deux adversaires inconscients et demande à l'hôte s'il a enfreint les règles. Le présentateur répond calmement qu'il ne voit aucun problème. Charles félicite John pour sa victoire, ne croyant pas qu'ils aient réellement gagné.
Il explique que l'efficacité des cartes d'attaque dépend du nombre de coups reçus par le roi. John félicite Charles pour ses compétences, notant qu'il se porte bien. Mais soudain, le visage de Charles change, réalisant que le jeu n'est pas encore terminé et qu'ils n'ont pas reçu de récompense. L'animateur annonce le dernier jeu intitulé « Insurrection et répression ». Selon les règles, les deux derniers joueurs ne jouent plus en équipe. L'un devient roi et l'autre résident. Leur objectif est de vaincre ou de forcer leur adversaire à se rendre. Charles ne croit pas qu'ils devront s'entretuer et espère une autre solution. Mais John interrompt son raisonnement en lui donnant une forte gifle. Il dit à Charles d'arrêter de pleurnicher et d'accepter la réalité selon laquelle ils devront se battre. John ajoute qu'il est aussi une très mauvaise personne. Charles comprend qu'il s'agit d'une bataille initialement inégale dans laquelle il ne gagnerait pas même avec des armes, mais il n'a pas d'autre chance. John taquine Charles, disant que si sa sœur lui était si chère, il n'agirait pas avec autant d'insécurité. Charles ne comprend pas ce que John veut dire. John lui rappelle qu'il a promis de sauver sa sœur, mais maintenant, ses véritables intentions sont révélées. Il ajoute que sa sœur est probablement encore aux prises avec des difficultés à cause de lui et qu'il n'est toujours pas pressé de l'aider. John suggère que sa sœur est peut-être déjà morte. Charles lui crie dessus en larmes et lui jette les poings. John esquive facilement l'attaque de Charles et dit qu'il est trop fier pour combattre un enfant. Il déclare que si Charles parvient à le frapper une seule fois, il abandonnera. Charles passe à l'attaque et John réfléchit au fait que le monde est cruel. Il fait trébucher Charles en continuant à penser que le désir ou le désespoir à lui seul ne mènera à rien. Du point de vue de John, la seule chose qui peut sauver les personnes qui lui sont chères ou lui-même est le pouvoir ou l'argent. Il conclut que le pouvoir et l'argent peuvent être le résultat à la fois du travail et du désespoir. Charles attaque à nouveau et parvient à poignarder John. John sourit et dit à l'autre qu'il abandonne. L'animateur annonce que le résident a abandonné et annonce Charles comme vainqueur. Dans un endroit sûr, Gyllenhaal soigne les blessures de Charles. Il se demande combien d'argent Charles a reçu en récompense. Charles répond que son prix était de 700 millions S. John, qui a perdu 200 millions S de won, n'est pas de bonne humeur. Walter demande à John s'il a perdu volontairement le dernier match. John ne donne pas de réponse précise. Walter remercie John en lui disant que grâce à lui, il sera bientôt libre. John demande si cela donne à Charles sa liberté. Walter répond que Charles avait déjà l'argent, mais qu'ils ont maintenant posé une condition supplémentaire. Walter explique que selon la condition, Charles devait prendre la première place, sinon il ne verrait pas la liberté. Il pense que Charles a gagné 700 millions S et la liberté. Mais tout cela semble être une terrible blague, car certains subissent des tests supplémentaires, tandis que d'autres reçoivent immédiatement la liberté. Walter ajoute que tout est décidé par l'organisateur, qui possède des capacités de piratage informatique capables de paralyser l'ensemble du système national. Il rappelle à John qu'aujourd'hui, il a sauvé quelqu'un de cet enfer. Walter demande ensuite à John comment il peut transférer les 400 millions S, en lui proposant les options de virement bancaire, d'espèces ou de lingots d'or. John rêve de lingots d'or, les imaginant aussi magnifiques que dans les films et les séries télévisées. Walter dispose devant lui 5 lingots d'or étincelants, valant chacun 80 millions S. John est ravi car l'or est encore meilleur que ce à quoi il s'attendait. Gyllenhaal commente à Charles que John est trop obsédé par l'argent. Mais Charles le trouve cool. Charles ajoute que John agit parfois de manière un peu étrange. John se tourne vers Charles et le félicite, le qualifiant de grand garçon. Il ajoute que s'il n'aide pas à retrouver sa sœur, il peut appeler et John l'aidera certainement. Un peu plus tard, Gyllenhaal emmène Charles et John les accompagnent en faisant signe au garçon. Walter demande à nouveau à John s'il souhaite nous rejoindre, mais il répond qu'il est toujours avide d'argent. Walter rit et part, promettant qu'il reviendra un jour et qu'ils reparleront. John lui souhaite bonne chance et prend soin de lui. 6 jours plus tard, John conduit une voiture chère jusqu'à un hôtel de luxe. Pendant ce temps, John a mis à jour son style en portant un nouveau costume et en exhibant une montre coûteuse. Il est assis au bar, profitant du jazz, et pensant au fait qu'il a encore 1,5 milliard de won sur son compte. John calcule. L'or vaut 400 millions S de won, et la voiture et la montre volées au patron valent 300 millions S supplémentaires. Il arrive donc à la conclusion que sa valeur nette est d'environ 2 milliards de won. Mais ses pensées sont interrompues par une belle fille qu'il a rencontrée il y a quelques jours. John pense qu'elle est la première personne de la haute société qu'il rencontre, et cela s'est avéré mieux que prévu. Il note qu'en plus de son intérêt culturel et de sa communication, il a été attiré par son sourire sincère.
La jeune fille sourit gentiment et lui demande pourquoi il ne cède pas à ses tentations. John demande nerveusement ce qu'elle voulait dire, mais elle se contente de sourire, pensant qu'il ne l'a pas comprise. Elle attrape sa cravate et lui dit qu'elle est trop ivre pour rentrer seule à la maison. Sans résister, John accepte de l'accompagner et est émerveillé par le luxe des bâtisses locales lors de la promenade. Il examine la maison, réalisant qu'un appartement coûte au moins 1 milliard, et lui demande si elle y habite. Reçoit une réponse affirmative. Soudain, il commence à pleuvoir abondamment et ils sont mouillés jusqu'aux os. La jeune fille prend John par la manche et l'invite à rester avec elle jusqu'à ce que la pluie cesse. Quelques minutes plus tard, John se retrouve soudain sur un lit moelleux. Son rendez-vous grimpe sur lui de manière ludique et John dit qu'elle est un peu ivre. La jeune fille le regarde, rit et prétend qu'elle est absolument sobre, lui demandant d'enlever ses lunettes. John attrape la main de la jeune fille et la pose délicatement sur le lit, planant au-dessus d'elle. La jeune fille le regarde avec surprise, mais sourit en disant qu'elle ne s'attendait pas à une telle pression. John lui demande d'arrêter de s'amuser. Cependant, elle ferme les yeux, lui murmure de tout oublier et se met à pleurer doucement, s'endormant rapidement. Après ce jour, elle commence à appeler John souvent et il s'intéresse vraiment à elle. John avoue qu'il allait travailler pour réhabiliter son patron, regardant des bêtises et ne faisant rien d'utile. Maintenant, après le travail, John sort souvent avec sa petite amie. Il pense vraiment que ces moments étaient incroyables. Cependant, plus il la voyait, plus il trouvait de raisons de se séparer. John décide que ce soir sera son dernier, mais la fille lui propose de manière inattendue une relation. Choqué, John refuse malheureusement. Elle ne comprend pas pourquoi il refuse l'offre d'une fille belle, séduisante et riche. John pense qu'à cause de lui, elle pourrait avoir des ennuis. Il la remercie pour le temps qu'ils ont passé ensemble et s'en va, pensant tristement que sa vie pourrait devenir un enfer avec lui. Soudain, John entend le bruit familier d'un appareil derrière lui. Il se retourne et voit le tour de cou de la jeune fille lui disant que sa mission a échoué. L'appareil rapporte qu'elle a dû passer 10 jours en relation avec John sans se faire remarquer. La fille regarde John et dit qu'elle est aussi spéciale que lui. Elle demande s'il est choqué qu'il ne soit pas unique, laissant entendre qu'il pourrait être un débutant. L'appareil donne à la jeune fille une nouvelle mission, tuer John. John pense qu'il n'aurait pas dû refuser la fille, quand soudain un couteau vole vers lui, qu'il esquive miraculeusement. La fille sort des couteaux de lancer et est heureuse que John ait pu esquiver son lancer. Le système signale qu'elle s'appelle Jane. John décide de ne pas combattre Jane dans le parc et quitte le champ de bataille à grande vitesse. En s'enfuyant, il demande à l'appareil d'échanger un objet aléatoire. Jane part chercher John dans la forêt, disant qu'il aurait dû la prévenir de sa formation. Elle admet ouvertement qu'elle a besoin d'un homme fort, et si John s'avère plus fort qu'elle, alors elle l'aimera vraiment. En entendant des bruits suspects, Jane lance un éventail de couteaux dans les buissons, mais ne trouve personne. Soudain, John se faufile et jette sa veste sur Jane pour détourner son attention. Jane coupe rapidement la veste et attaque John, mais il intercepte son couteau avec des gants neufs. Reculant un peu, John demande à Jane ce qu'elle fera s'il est plus fort. Il active la fonction choc sur les gants. Jane est surprise de découvrir à quel point John possède un gadget utile et il lui demande si elle simulait ses sentiments. Jane demande à John pourquoi il demande cela, car tout est déjà clair. Avec une larme coulant, John dit que pour avoir joué avec les sentiments, elle sera punie de 50,000 volts. Jane admet qu'elle est impressionnée par ses compétences et ses gadgets. Cependant, elle ajoute que ses jouets ne l'aideront pas s'il ne parvient pas à l'attraper. Jane disparaît dans les airs et John essaie d'entendre à l'oreille où elle lancera sa prochaine attaque. Jane se prépare à attaquer et dit que dans un jeu où tout le monde risque sa vie, elle est la principale tueuse. Jane révèle qu'elle a grandi comme un tueur à gages qui n'a jamais échoué dans un seul travail et qui a gagné le surnom de Réglisse, en tant que fleur symbolisant la mort. John parvient à intercepter tous les couteaux qui lui sont lancés. Un sourire apparaît sur son visage et il jette les couteaux en arrière, frappant l'arbre à côté de Jane. Il dit que ces transferts ne servent à rien et demande si elle va continuer. Jane admet que John la surprend et se lance dans un combat rapproché. John et Jane tentent habilement de se surprendre en train de commettre des erreurs, mais aucun n'y parvient. John essaie d'attraper Jane, mais elle danse, l'empêchant de réaliser son plan. N'ayant aucun succès, Jane recule en disant qu'elle s'amuse tellement avec lui que c'est dommage de le tuer. Soudain, Jane propose une dispute à John, le surprenant par un soudain changement d'humeur. Elle dit que s'il gagne, il obtiendra un appartement d'une valeur de tout, 6 milliards de won, et que si elle gagne, il deviendra son esclave. Jane ajoute que cela peut être vu comme un jeu et qu'il peut céder s'il le souhaite.
Jane remarque comment John change en une fraction de seconde et elle tremble. La perspective d'un appartement de tout, 6 milliards de won, réveille des pouvoirs cachés chez John. En un clin d'œil, il disparaît dans les airs et apparaît juste derrière Jane. Miraculeusement, elle parvient à esquiver son attaque et 50000 volts pénètre dans le sol à côté d'elle. John exige que Jane lui cède l'appartement, la regardant avec un terrible désir. Pour la première fois de sa vie, Jane éprouve une réelle peur et perd brièvement son sang-froid. Cependant, s'étant rapidement ressaisie, elle décide d'attaquer et lance les couteaux en avant. Jane admet qu'elle craint à quel point John pourrait être une créature effrayante s'il était un meurtrier. Pendant ce temps, John jette facilement ses couteaux à l'aide de ses gants et se précipite vers elle. Soudain, Jane réalise que John est l'homme qui mérite de gagner son cœur. Elle se rend compte qu'elle voit un homme bien plus fort qu'elle et un rougissement apparaît sur son visage. Avec un sourire heureux, Jane dit à John qu'elle abandonne, mais il répond que ce n'est pas une option pour elle. Une décharge électrique traverse le corps de Jane, lui faisant perdre connaissance. À son réveil, elle se retrouve dans son appartement et se demande comment elle s'est retrouvée chez elle. Elle rencontre John, qui remarque sarcastiquement qu'elle est maintenant chez lui. Jane dit qu'elle transférera la propriété, mais pose une condition. John demande quelle condition elle veut imposer. Jane dit que la seule condition est qu'ils vivent ensemble. John est surpris, mais Jane leur rappelle que leur accord n'a pas été documenté. Elle ajoute qu'elle pourra l'aider en lui fournissant des informations sur les jeux, qualifiant cette cohabitation de partenariat. John demande pourquoi il devrait lui faire confiance. Jane vérifie les prix de location de la maison et constate qu'ils ont encore augmenté. Ayant changé de visage, John tend la main à Jane, acceptant ses conditions. Jane serre la main de John, le regarde avec amour dans les yeux et lui demande s'ils doivent rédiger un accord de cohabitation. Cela ne dérange pas John, qui entame une étrange cohabitation entre un assassin et un soldat des forces spéciales. Après un certain temps, John se voit confier la tâche de retrouver un lycéen nommé Tobias et d'obéir à ses ordres. John dit que Tobias aime écrire des histoires sur les intimidateurs à l'école et leurs victimes. Dans ces histoires, les victimes deviennent les protagonistes. John parle de tout cela avec assurance car il est désormais victime de violence. Il y a quelques minutes, John retrouve Tobias et ses amis déguisés en écoliers. Il décide de faire semblant d'être maladroit, trébuche et tombe, faisant tomber son portefeuille de son sac à dos. L'un des hooligans ramasse le portefeuille et demande à John combien d'argent il y a là et s'il est devenu trop riche. Tobias, regardant John, dit qu'il cherchait un nouveau jouet et il semble qu'elle l'ait trouvé elle-même. John se réjouit mentalement d'avoir trouvé Tobias si facilement et continue de jouer le rôle d'un nerd, laissant échapper involontairement un petit rire. L'intimidateur se met en colère, parce que John rit et décide de le frapper pour lui apprendre quelques bonnes manières. John continue de faire semblant d'être un faible, un lâche, se recroquevillant sous le cou, s'accordant mentalement au maximum. Il jette de l'argent devant les hooligans et crie désespérément, leur demandant de ne pas le frapper. Ce cri effraie l'intimidateur, même s'il essaie de ne pas le montrer. L'un des amis de Tobias dit qu'ils ne vont pas le tuer et ordonne à John de laisser son numéro pour qu'il puisse appeler plus tard. John partage ses contacts, heureux d'être considéré comme une cible facile. Tobias dit à ses copains qu'il est temps de partir et ils partent, prévoyant de dépenser l'argent en boissons. Tobias ajoute qu'ils doivent mieux connaître leur nouvel ami et organiser une cérémonie de bienvenue. Après un certain temps, John et les hooligans se retrouvent dans un appartement où ils boivent et discutent. Un des amis de Tobias prend une tasse avec des mégots de cigarettes flottant dedans et demande à John pourquoi il ne boit pas. Il conseille à John de boire jusqu'à la dernière goutte, sinon un sort désagréable l'attend. En désignant le type qui se fait battre par le deuxième ami de Tobias, il ajoute qu'il n'a pas bu non plus. Le gars s'évanouit et un autre ami, Fred, accourt et commence à lui donner des coups de pied, le réprimandant pour avoir osé s'évanouir. John peut à peine se contenir alors qu'il assiste à l'intimidation brutale. Il prend une tasse de bouillie boueuse et la jette au visage de l'intimidateur, déclarant que sa main tremblait de peur. L'intimidateur, en colère, attrape John par la cravate et le menace de mort. Tobias l'interrompt en disant qu'aujourd'hui est un jour important et qu'on ne peut pas faire de bêtises. L'intimidateur libère John et commence immédiatement les préparatifs. Les hooligans continuent de s'asseoir dans l'appartement et entendent des pas approcher. Bientôt, un homme d'âge moyen entre dans la pièce et dit à Fred qu'il est à la maison. L'homme essaie d'allumer la lumière et trouve soudain les intimidateurs et John assis à une table avec un gâteau et une bougie. Le père de Fred suppose que Tobias et ses amis sont les amis de Fred.
ce à quoi il confirme qu'ils sont venus fêter son anniversaire. Le père de Fred regrette de ne pas avoir acheté le gâteau, mais Tobias le rassure en lui disant que tout s'est bien passé. Fred sourit et confirme les propos de Tobias, rassurant son père de ne pas s'inquiéter. John, observant silencieusement ce qui se passe, essaie de comprendre pourquoi Tobias fait cette scène désagréable. Le père de Fred est heureux que son fils ait de si bons amis et serre la main de Tobias avec gratitude. L'homme trompé remet l'argent à Tobias, disant que cela devrait suffire à couvrir le coût d'un gâteau et d'autres choses. Tobias refuse, affirmant qu'ils ne l'ont pas fait pour la récompense. Il ajoute que le père de Fred a gagné cet argent grâce à un travail acharné, soulignant que l'homme est un sac de boxe vivant et a ainsi gagné leur respect. Fred, assis sur un banc sur le toit, a l'air pensif et déprimé. Il lève la tête alors que John s'approche de lui. Fred répond que dans l'ensemble, tout va bien, mais que son âme n'est pas à la bonne place. Il dit que même s'il se sent mal à l'aise face à la situation, il essaie de rester calme. John explique qu'il a été forcé ici par des intimidateurs et demande à Fred pourquoi il a accepté un tel comportement de la part de SS. Ami, Fred soupire et avoue qu'il a peur de se retrouver dans une situation similaire depuis longtemps. Il dit que Tobias et ses amis mettent souvent en scène de telles scènes et qu'il se sent obligé de les soutenir pour ne pas devenir leur prochaine victime. John exprime sa compréhension et se demande si Fred a un plan pour se sortir de cette situation et améliorer sa situation. Fred conseille à John de changer d'école, sinon Tobias le harcèlera jusqu'à que John devienne sa marionnette. John se demande quelle est la faiblesse de Fred. Fred répond que sa faiblesse, c'est sa famille. Fred explique que sa mère est à l'hôpital du père de Tobias. Le traitement est gratuit tandis qu'elle et son père économisent pour l'opération. Il doit endurer les abus de Tobias afin de soigner sa mère. John comprend pourquoi Fred est obligé d'obéir, mais doute qu'il puisse le supporter longtemps. Fred ajoute que s'il garde la négativité en lui, il mourra simplement de colère. Il dit à Fred de se détendre un peu en montrant son argent. Le lendemain matin, John retourne à l'école, réfléchit à un plan et se parle tout seul. Jake s'approche soudainement de lui et lui demande s'il s'inquiète de quelque chose. John a peur et demande pourquoi Jake est dans sa chambre et ce qu'il fait ici. Jane rappelle à John qu'ils vivent désormais ensemble et le regarde avec amour. Elle ajoute qu'il peut partager tous ses problèmes en l'appelant de manière ludique son partenaire. John se plaint d'un violent mal de tête et lui demande de ne pas la taquiner. Jane remarque qu'il se prépare pour l'école et suggère en plaisantant comment gérer l'élève. John répond qu'il s'agit d'une mission d'élimination et assure qu'il peut la gérer lui-même. Il vérifie son téléphone. John voit une invitation à une réunion d'un ami de Tobias qui s'appelle Marty et décide que c'est une grande opportunité. Jane dit à John qu'elle a préparé le petit déjeuner et lui propose quelque chose à manger avant de partir. Mais John refuse bruyamment et s'enfuit. Jane est surprise par son comportement étrange et plaisante en disant qu'il est peut-être en pleine puberté. Dans l'une des portes d'entrée, Marty attrape une fille par la main et lui demande son numéro de rendez-vous. La fille refuse et il se jette sur elle avec colère. Soudain, une canette de boisson vole dans la main de Marty et il lâche la jeune fille avec surprise. Marty se retourne, demande qui a fait ça et voit John marcher joyeusement vers lui. Marty demande à John s'il est fatigué de la vie et menace de le battre pour ses actes. Mais John décide de riposter et donne un puissant coup de poing dans le ventre. Il laisse le choix à Marty. Soit il se débarrasse de lui, soit il lui rend service. John ajoute qu'il peut le frapper à nouveau pour accélérer le processus. Marty accepte, promettant de faire tout ce que John dit, et demande ce qu'il doit faire exactement. John jette de l'argent sur Marty et lui dit qu'il doit garder secret tout ce qui s'est passé. Il ajoute que Marty devrait vivre son ancienne vie et agir de manière naturelle. John demande où sont les autres punks et, après avoir reçu une réponse, ordonne de l'y emmener. Un peu plus tard, Tobias dit à John que c'est son tour. Il tient Fred et exige que John n'attende pas, mais agisse de manière décisive. John se tient dans le petit garage, regarde Fred et pense mentalement que Fred avait raison lors de leur dernière conversation. John se souvient que Fred avait prédit que Tobias lui demanderait tôt ou tard de frapper Fred et lui avait conseillé de ne pas hésiter, car Fred endurerait tout. John commence à frapper Fred de manière ludique, n'exerçant pratiquement aucune force. Marty regarde ça, ne croyant pas que John frapperait Fred si faiblement. Tobias demande à Marty de donner une leçon à John, ce à quoi Marty commence à devenir nerveux. Tobias remarque l'hésitation de Marty et lui ordonne d'obéir sans poser de questions. Marty est nerveux, regardant avec horreur John, qui essaie de dire quelque chose. En lisant ses lèvres, il se rend compte que John lui dit d'agir normalement.
En désespoir de cause, Marty frappe John au visage. Surpris par son geste audacieux, John commence à pleurer de manière théâtrale et déclare que Marty a posé une condition. Tant que Tobias n'est pas là, John doit lui donner l'argent, puis Marty le laissera tranquille. John ajoute que Marty a qualifié Tobias de sans talent et a dit que John ne devrait pas s'inquiéter. John, versant des larmes, traite Marty de menteur malhonnête et réclame son argent. Fourrant ses mains dans les poches de Marty, John sort l'argent et le disperse sur le sol. Tobias croit facilement John et demande à Marty pourquoi il a dépensé tout l'argent à son insu. Marty essaie de se justifier, mais Tobias n'écoute pas et s'approche de lui demandant s'il pense qu'il est un clown. Après que Tobias ait battu Marty en bouillie, il déclare que son humeur est ruinée et demande à son ami restant de nettoyer les dégâts avant de partir. L'intimidateur est surpris que Marty se soit toujours comporté avec arrogance et suppose qu'il n'a pas tiré assez de sa richesse. L'intimidateur remarque que John récupère son argent et demande s'il a vraiment pris tout l'argent de Marty. Il ajoute qu'il peut prendre l'argent de John et mieux le protéger, promettant qu'il aura une meilleure chance contre Tobias. John propose de donner l'argent d'avance et promet d'ajouter 5 millions S supplémentaires une fois l'entreprise terminée. En retour, John demande une petite faveur à l'intimidateur. Quelque temps plus tard, John et Fred se détendent sur un banc, se détendant de leurs aventures. John tend son sac à Fred et Fred demande ce qu'il y a dedans. John répond sans hésitation que c'est de l'argent pour le traitement de sa mère. Fred se demande comment John a autant d'argent, notant que leur relation est plutôt superficielle et que son comportement semble étrange. John dit qu'il ne peut pas tout dire, mais précise qu'il a juste beaucoup d'argent. Il ajoute qu'il admire Fred pour avoir survécu seul sans soutien. John dit qu'il veut montrer à Fred qu'il y a des points positifs dans le monde et lui conseille de dépenser cet argent pour transférer sa mère dans un autre hôpital et obtenir un traitement décent. Les larmes commencent à couler des yeux de Fred et John dit qu'il veut entendre son histoire. 2 jours plus tard, l'homme de main de Tobias entre dans le gymnase où travaillait autrefois le père de Fred. John le rencontre, jetant un coup d'œil derrière un sac de boxe et est heureux qu'il soit enfin arrivé. John dit à l'intimidateur qu'il veut s'entraîner et promet 5 millions S s'il gagne. L'intimidateur est surpris par les conditions et demande si John va vraiment payer pour gagner. John confirme et ajoute que l'adversaire sera Fred. L'intimidateur rit, déclarant que Fred est leur punching ball, mais accepte quand même le combat. Il s'approche de Fred, disant qu'il pensait qu'il avait disparu quelque part, et est surpris que Fred se cache ici et apprenne à combattre les débutants. L'intimidateur ajoute qu'il n'a aucune raison de ne pas se battre et espère pouvoir frapper Fred au visage. Les concurrents entrent sur le ring et Fred demande à John si tout ira bien. John lui assure que tout ira bien. L'intimidateur se souvient qu'il a entendu Fred dire que son père dirigeait cette salle, mais il pense que Fred ne lui fera rien. L'intimidateur charge, se balance et déclare qu'il va casser le nez de Fred. L'intimidateur ne peut même pas toucher Fred malgré des dizaines d'attaques. Fred les esquive facilement. John regarde avec amusement, surpris que l'intimidateur ne comprenne pas pourquoi tout a changé en 2 jours. John pense que Fred était fort dès le début et que les coups constants n'ont fait que renforcer son corps. Il remarque les poires éclatées dans le hall du père de Fred, ce qui confirme que Fred s'est retenu pendant tout ce temps. L'esprit de John revient à il y a quelques jours, lorsque Fred a révélé qu'il s'était déjà battu auparavant, mais qu'il avait peur de sa force après avoir sévèrement battu un voleur. Fred s'est rendu compte que ses mains pouvaient tuer. Et après cela, il a arrêté de s'entraîner. John demande à Fred s'il a des blessures dont il souhaite se débarrasser. Fred ne comprend pas où John veut en venir et se demande comment cela est possible. John enfile sa casquette d'instructeur et dit que désormais Fred ne doit répondre que « si exactement » à ses paroles. Grâce à un lavage de cerveau militaire et à un entraînement brutal, John aide Fred à surmonter sa peur. En quelques séances éreintantes, John détruit les inhibitions de Fred, libérant ses mouvements. Fred donne un coup puissant à l'intimidateur et l'assomme. Il regarde son adversaire vaincu, célébrant avec indifférence son triomphe. Fred dit à John qu'il veut maintenant retourner à la boxe. Tobias apparaît soudainement, déclarant qu'il a raté tout le plaisir. Il ajoute qu'il n'est pas venu ici depuis longtemps et trouve toujours l'endroit dégoûtant. Tobias rapporte qu'il a entendu parler du transfert de la mère de Fred dans un autre hôpital et regrette de ne plus pouvoir se moquer de lui. Fred interrompt Tobias, exigeant qu'il se taise et monte sur le ring. Il ajoute qu'il est temps de mettre fin à leur mauvaise relation. Tobias entre sur le ring et Fred se souvient qu'ils étaient autrefois amis d'enfance. Plus tard, en raison d'ambitions similaires, ils sont devenus des ennemis, s'efforçant de se surpasser. Cependant, à la fin, Tobias et Fred se sont finalement séparés car Tobias n'a pas pu surpasser Fred.
Tobias commençait à sentir que Fred le méprisait, et cela l'irritait énormément. Fred a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il ne considérait pas Tobias comme inférieur à lui, mais cela n'a pas amélioré leur relation. En conséquence, Tobias a quitté la salle et s'est retrouvé sur une pente glissante. En tant qu'ancien boxeur, Tobias s'est montré brillamment dans les combats de rue et en est sorti victorieux. C'est là qu'il a rencontré deux gars époustouflés par ses compétences. Tobias apprend que Fred a arrêté la boxe à cause d'un grave incident. Fred a été reconnu coupable de surprotection après un incident avec un cambrioleur qui a laissé sa mère à l'hôpital et son père contraint de fermer la salle. Tobias réalisa que les échecs de Fred lui apportaient une joyeuse satisfaction. Enragé, Tobias attaque Fred, exigeant qu'il tombe au sol et souffre. Fred endure toutes les insultes et bloque chaque coup de Tobias. Fred se souvient du moment où lui et Tobias se sont rencontrés pour la première fois. Tobias a proposé que son père couvre tous les frais médicaux de la mère de Fred. En retour, Tobias a exigé que Fred devienne son jouet et lui obéisse sans aucun doute. Lorsque Fred fut surpris par cette demande, Tobias l'avertit que si Fred désobéissait, sa mère ne bénéficierait pas de soins gratuits. Après cela, Tobias s'est dirigé vers la foule et a trouvé le père Fred, qui travaillait comme une poire vivante. Il a donné l'argent au père de Fred et est revenu auprès de Fred. Tobias commence à battre brutalement le père de Fred devant Fred lui-même. Fred reste cloué sur place, se calmant en pensant au bien de sa mère, et son père le remarque. Il demande à Fred s'il est surpris que son père fasse quelque chose comme ça. Le père tente de calmer Fred, affirmant que ses enfants ne seront pas en mesure de porter un coup sérieux. Pendant ce temps, Tobias perce la défense de Fred et le frappe à la joue. Réalisant qu'il ne veut plus être un lâche, Fred décide de passer à l'action et esquive le prochain coup de Tobias. Fred saisit l'instant et donne un puissant coup de poing au corps de Tobias, le faisant chanceler en arrière et tomber à genoux. S'approchant de Tobias, Fred lui demande de se lever et de continuer à se battre. Malgré sa rage, Tobias est incapable d'attaquer Fred avec succès et continue d'être touché. Fred demande à Tobias de se relever, promettant d'épargner son visage cette fois. Tobias dit qu'il se souviendra de ce regard méprisant qu'il déteste. Enlevant ses gants, Tobias sort un cran d'arrêt et déclare qu'il forcera Fred à quitter définitivement la boxe. Fred regarde Tobias avec surprise, qui lui demande s'il avait peur. À ce moment-là, John s'approche par derrière et dit à Tobias qu'il a franchi la ligne. Tobias se retourne et lance un puissant coup de poing, mais John l'esquive facilement. John prend le couteau des mains de Tobias, disant qu'il a failli le frapper. Lorsque Tobias lui demande de rendre le couteau, John enlève ses fausses dents et dit que Tobias ne vaut même pas la peine d'avoir peur. John s'approche de Tobias et lui dit qu'il devrait aussi le combattre. Bientôt, Tobias n'a plus d'espace de vie et il demande grâce en larmes. John dit qu'il a prévenu des conséquences et que c'est à cause de cela qu'il n'a pas pu se retenir. À ce moment-là, John reçoit une notification d'une punition aléatoire pour une mission échouée. Fred demande à John avec surprise qui il est, ce qui laisse John un peu confus. Sans attendre de réponse, Fred suppose que John est un professionnel et qu'il ne se battra pas avec les gens ordinaires. Fred remercie John pour tout ce qu'il a fait, soulignant que les événements d'aujourd'hui sont arrivés grâce à lui. John répond qu'il a aidé parce qu'il a été aidé aussi quand il était jeune et invite Fred à le remercier lorsqu'il réussit. John pense que l'argent est un outil pour le propriétaire, et pour certains, c'est un moyen de s'élever, et pour d'autres, c'est un moyen de commencer une nouvelle vie. Pendant ce temps, le système impose une punition à John, déclarant une véritable chasse contre lui.